Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment aller vers une sexualité positive, saine et ludique en couple. Exactement, c'est exactement ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Et puis, la sexualité positive, c'est relativement nouveau dans la vie. Avant, c'était négatif? En fait, je vais t'expliquer comment que Ouais. c'est, OK? Il y a, je vais prendre le point de vue de Dr. Brianna Booth, en OK. fait, qui est directrice du département de la sexualité positive à l'Université de Stanford. Oui. Et elle a énuméré ça, le résumé, en fait, 5 points de vue de la sexualité dans notre culture. OK. 5 lentilles qui sont habituelles, qui sont peut-être négatives, peut-être moins, OK. mais du moins qui ne sont pas nécessairement dans le positif, ou seulement qu'en partie. OK. Comme par exemple, mettons? Bien, voilà. Alors, 5 façons de voir la sexualité classique qu'on verrait dans notre C'est bon. culture occidentale. OK. OK? Bien, il y a la lentille de la santé publique. Donc, OK. la santé publique, elle, qu'est-ce qu'elle voit quand elle voit de la sexualité? Elle voit des ITS. Donc OK. des... Ah, tu dis la santé publique, l'organisme là, de la oui, santé publique. exactement. Là. Ben, OK, OK. ben oui, la lentille de la santé publique, en fait. Ouais, ouais, Donc, OK. ben, l'organisme, oui. Et en fait, tout ce qui est de l'ordre de protéger la santé publique. Donc, OK. eux, quand ils voient la sexualité, c'est faire la prévention des infections transmissibles sexuellement, OK. des grossesses involontaires, Uh-huh. de la violence, par exemple. Uh-huh. OK, ouais, je comprends. OK, ou du bullying. Donc, Ouais. ça, c'est leur point de vue. Donc, c'est pas que c'est négatif dans ce sens où Non, c'est mais pas négatif. c'est d'éviter des désagréments, mettons. C'est ça, exactement. C'est pas négatif de prévenir la transmission d'ITS et de grossesse involontaire. C'est juste que ça, c'est une lentille. Parfait. C'est OK? clair. Donc, on vise, dans le fond, à protéger la santé du public. C'est ça. Santé publique. On est pas prêts. On est des génies, nous Hey, hein? autres. On fait On de la en a déduction. déduit. La deuxième lentille, si on Deuxième veut, de la sexualité, c'est la lentille médicale. OK. Donc, la médecine, elle va être axée sur le corps et sa mécanique. Mhm. Donc, sur qu'est-ce qu'un corps qui fonctionne sexuellement, OK. puis qu'est-ce qu'un corps qui ne fonctionne pas. Donc, il y a des dysfonctions sexuelles OK. avec des plans de traitement OK. qui peuvent ou pas être pharmacologiques. Donc, on est Il va vraiment... falloir que tu Ouais, vulgarises un peu. Oui. Donc, en fait, si je dis d'un point de vue médical, je pourrais dire j'ai une dysfonction érectile. OK. Mon corps ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, par exemple, OK. selon la mécanique d'un Fait corps que, en humain. gros, je bande pas, ça marche pas. Ben là, ça, c'est juste un exemple. OK. Donc, il y en a plein d'exemples. Mais oui, OK. en petit exemple, ça OK, serait je comprends. ça. OK, donc, il y aurait plein d'autres exemples. Donc, ça pourrait être de la douleur à la pénétration. OK. Donc, mais c'est tout ce qui est de l'ordre de la mécanique du corps et de la fonction sexuelle. Parfait. Donc, Donc, ça, c'est ce qui l'angle. marche pas. C'est ça. Donc, Parfait. l'angle médical, ben, elle va être orientée souvent sur ce qui marche. On ne va pas au médecin quand Non, ça marche. il y a une problématique. Donc, Puis comment est-ce souvent, qu'on peut on va dire, guérir la problématique? on va dire traiter. Ouais, OK. Traiter. Fait qu'ils vont être orientés sur dire, ben OK, voici les symptômes, diagnostic, traitement. Parfait. On est dans la lentille médicale. Donc, OK. on part d'une dysfonction, si on veut. Parfait. Dans cette lentille-là, parce que Mhm. ce qui est une dysfonction dans une lentille ne l'est pas nécessairement dans une autre. Ah, ben oui, c'est C'est vrai. pour ça hein. que je trouve ça important Je d'avoir... comprends. C'est selon le point de vue du. Je Ben oui. comprends. Pour la santé publique, ils s'en foutent, eux, d'une dysfonction érectile. Oui, je comprends. Ça n'a OK? pas de Tu lien vois, avec dans leur leur lentille, protection. c'est pas problématique. Oui, c'est je comprends ce que tu veux OK? dire. OK. Troisième lentille, c'est le point de vue moral. OK. Donc, la morale, c'est simple, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, Mais selon qui? selon 2 choses, la religion et la loi. OK. Donc, c'est eux qui vont dicter la morale. OK. En point de vue de sexualité. Ah, oui. OK. OK? Donc, si je fais quelque chose de mal, ben, on se dit toujours, ben, c'est selon qui que c'est mal. Ben oui, c'est ça. Donc, ça va être habituellement selon soit une doctrine religieuse ou des valeurs religieuses ou la loi qui va dire ça, c'est mal. Comme OK. avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui c'est non consentant. Donc, dans la loi, ça Donc, dans dit la que loi, c'est mal, c'est une agression sexuelle et il en faut de la morale. Ben oui, c'est sûr. C'est pas négatif, Non, je comprends. C'est de mais, mettre un OK, cadre. mais c'est une lentille qui va quand même dicter qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et ça va varier dans les cultures, dans les générations. OK. D'un pays à l'autre. D'un etc. pays à l'autre, d'une religion à l'autre, OK. d'un système légal à un autre. Donc, par exemple, des comportements homosexuels, il y a eu des moments où c'était considéré comme mal et c'est Uh-huh. considéré comme mal dans certaines cultures actuellement. OK. Tandis que pour d'autres, comme par exemple pour nous, c'est pas mal du tout. C'est juste une orientation sexuelle. On est très Exact. inclusif. C'est ça. OK? Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal?
Non, c'est ça, je comprends. Fait que c'est dicté par... La loi Ouais. et la religion. En OK. général, ça va être de là où ça va venir. Parfait. OK? C'est clair. Quatrième lentille, où on regarde absolument la sexualité, c'est d'un point de vue évolutionniste. Donc là, oui, il est là, quoi? Donc, un point de vue de l'évolution. Donc, l'évolution, c'est quand on regarde d'un point de vue de l'évolution, la sexualité, ça sert à procréer. Oui. Donc, la sexualité, dans cet angle-là, c'est juste une drive, une pulsion pour procréer. OK. C'est assez réducteur. C'est assez comme basic, là? Oui, exactement. OK. C'est basique. Tu as dit le bon mot. OK. OK? Donc, ça ne tient pas compte de toute la complexité humaine. OK, c'est on procrée, on... Le point de vue évolutionniste, c'est la sexualité, ça sert OK, à procréer. Je comprends. Et des fois, ben, ça va servir à excuser, on va dire comme ça, ou à diminuer une personne dans une case de son sexe. Comme d'un point de vue évolutionniste, on pourrait dire, ben, c'est sûr que les hommes doivent procréer, donc doivent semer leur semence dans le maximum de femelles possible. OK. Fait que c'est normal s'il est infidèle, quoi. OK, je comprends. Tu sais, ça peut mener des fois Parce que à c'est ça. le point de vue évolutionniste. OK, je comprends. Ben, c'est pas qu'ils normalisent l'infidélité, mais d'un point de vue évolutionniste, on s'en fout de Je l'infidélité. comprends, parce que c'est pas ça leur... C'est pas ça qui est C'est pas important. leur vision, là. Hein, l'important dans l'évolution, c'est la survie de l'espèce. Oui, je comprends. Donc, Pour procréer, tant pour mieux que si on est infidèle. Et c'est ça, pour que on est l'être plus humain enfant. puisse continuer à Exactement. survivre à tout ce qui Mais se ça passe. ne tient pas compte des aspects plus Ouais, émotionnels je ou comprends. psychologiques. Je comprends. Et le cinquième, C'est là que j'imagine que l'émotion rentre quelque part à un moment donné. non, pas de suite. Non! On est dans les lentilles dans lesquelles la sexualité est perçue OK. dans notre culture actuelle. Fait qu'on a déjà dit santé publique, Oui. Médecine. la morale, l'évolution. Exact. Et le dernier point, c'est le point de vue commercial. Le point de vue commercial. Ouais. D'un point de vue commercial, la sexualité, c'est une commodité. Donc, on est dans OK. l'industrie de l'esthétique. Le plaisir. Non? Le plaisir, c'est pas commercial. OK? Donc, Mais on peut le commercialiser, on peut... c'est là que ça devient commercial. Ouais, c'est ça, OK. Fait que comment qu'on commercialise ça? Tu sais, achète ça, tu vas avoir plus de plaisir, mettons. Exactement. Ouais, OK. OK? Fait qu'on pourrait parler des sex toys, des Oui, sex shops. exact. On pourrait parler... Ben, les films pornographiques, par la exemple. pornographie, exactement, les travailleurs du sexe, l'esthétique, tout le maquillage, tout ça, là, ça fait partie. Les sites de rencontres, Ah, ben oui. OK? Donc, un gros marché Oui. actuellement. Donc, ils vont rentabiliser. On va se présenter un peu comme un produit dans un catalogue, hein? Coche, oui, non, Ouais. etc. Donc, l'angle commercial, eux, vont voir la sexualité comme quelque chose à vendre et acheter. OK. OK, donc... Je comprends. Oui. Fait que c'est à peu près les 5 lentilles. OK. Et dans le fond, c'est que docteur Brianna Booth, OK, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle trouvait qu'il y avait un manque dans l'éducation Ouais. sexuelle, puis elle se satisfaisait pas OK. de ces 5. Ben, tu vois, je te reviens avec l'émotion puis le plaisir encore. Oui, bien, c'est un petit peu ça. Donc, elle a pris le point de vue ou la lentille de la psychologie positive. OK, ouais, c'est ça, là. OK. Ah, OK. Donc- OK, je te vois venir. Tu me vois venir, là, hein? Ouais. Ouais. Donc, dans le fond, la psychologie positive, je veux juste dire, c'est quoi? Pour Ouais. les gens qui ne savent pas, Ouais. donc, c'est de la psychologie. Positive. Oui, mais c'est quoi ça, positif? C'est que c'est Je le trouve drôle. un mouvement qui est parti ou qui a été plus propulsé par Seligman, OK. qui est un psychologue. Ouais. Et l'idée, c'est de contrebalancer un peu l'autre psychologie, qui est la psychologie plus traditionnelle ou médicale, qui OK. est absolument utile et Oui, nécessaire, oui, tout à fait. mais qui n'est pas pareil que la psychologie positive. On peut imaginer, si on veut, un continuum de -5 à +5. Oui, Au milieu, il y a 0. On l'imagine bien? très Donc, bien. -5 à 0. Fait que -5, c'est je suis en grosse douleur, en grosse souffrance, je vais Uh-huh. pas bien, je suis pas fonctionnelle, je suis pas capable de prendre une douche, OK? Ouais. Je vais pas bien. Uh-huh. 0, je suis fonctionnelle. Je suis pas souffrant, Mais je suis pas dans le bonheur. mais je suis pas heureux non Ouais, plus. c'est ça. Je suis neutre. Et +5, je tripe ma vie, hurrah, bonheur, Ouais, épanouissement total. ça. Donc, Espérance de vie 100 ans et plus. c'est drôle. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que la psychologie plus médicale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se concentre sur la souffrance. Donc, passer de -5 à 0. Exactement. Ouais. C'est sa mission. Donc, elle va Régler dire... le problème, en fait. Oui, elle va diminuer la souffrance OK. par un traitement. Parfait. Parce Ouais, qu'on c'est peut ça. régler des problèmes dans le positif aussi. Oui, je comprends, OK? mais mettons, Donc, je fais la grande. Tu sais, ouais. problème avec le P majuscule. Là. un P majuscule, oui. Donc, si je suis à -5, -4 de souffrance, que je ne suis pas fonctionnelle, que je suis peut-être déprimée, Uh-huh. que je vois plus de sens à ma vie, bien,
là, la psychologie positive, elle ne sera pas nécessairement efficace. Non, parce qu'il faut passer de moins 5 à moins 4, de moins 4 à moins 3, puis de moins 3. Tu sais, il faut augmenter. Là, c'est ça. Bien que la psychologie positive peut me prendre à moins 2 quand même, là, mais pas à moins 5. T'sais. C'est ça. Donc, l'idée, c'est que la psychologie médicale traditionnelle va dire, OK, voici le bobo, voici un mot pour mettre dessus, ce qu'on va appeler un diagnostic, et ils vont faire un plan de traitement pour diminuer la souffrance et se ramener à un niveau de fonctionnalité. Parfait. Par contre, cette psychologie-là ne tient pas trop compte de s'en aller à plus 5. C'est pas les outils qu'ils vont développer. Son but, si je comprends bien, puis corrige-moi, je me trompe, mais c'est de régler un problème pour que le problème ne soit pas aussi pesant. Souffrant, exactement. Souffrant, c'est exact. Ça. Et dans la psychologie positive, c'est le contraire. Fait que c'est que là, on se prend et on s'en va vers plus 5. Donc là, c'est d'amener du bonheur. Oui, exactement. C'est comment avoir plus de bonheur. Voilà, d'épanouissement, de mieux-être, d'aller dans son plein joie potentiel. De vivre, être heureux. Voilà, être dans le bonheur. Voilà. Je le dis souvent, le mot bonheur. Et tu l'aimes, le bonheur? Oui. Il est où, le bonheur? Il est où? Il est dans la psychologie positive. Il est à plus 5. Donc, et c'est ça, nous, qu'on travaille. Donc, chez En Duel ou En Duo, on travaille dans une approche de coaching. Oui. Notamment, parce qu'on se teinte aussi de d'autres approches, mais ce sont tous des approches qui travaillent dans le courant de la psychologie positive, c'est-à-dire qu'ils vont vers le plus 5. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, Dr. Brianna Booth? C'est qu'elle a fait sa maîtrise en psychologie positive, un doctorat en sexualité. Oui. Et dans le fond, elle a jumelé les deux. Elle a donc faire de la sexualité positive. Oui. Et donc, la sexualité positive, c'est dans le fond, pareil comme la psychologie positive, une approche qui vise quoi? L'épanouissement sexuel. Le bonheur sexuel, c'est ça. Exactement, le bonheur sexuel, l'épanouissement sexuel, le mieux-être sexuel. Ouais. Et c'est dans cette approche de sexualité positive que nous travaillons chez En Duel ou En Duo. Tout à fait. Autant dans nos programmes de formation pour couples et professionnels qu'en coaching dans nos bureaux de consultation. Tout à fait. On vise donc le mieux-être sexuel en couple. Okay? Par contre, il y a beaucoup d'auteurs et de chercheurs, plusieurs. Je ne sais pas que c'est ça qui pleut le plus, mais il y en a plusieurs qui ont fait des théories, des schémas pour parler un peu de psychologie positive. Peu parlent de sexualité positive. OK. Donc, juste là, pour le savoir. j'imagine que tu vas en nommer quelques-uns. En fait, je vais en nommer un en particulier parce qu'on en veut un francophone aussi, hein? Donc, oui, pour vrai. nos outils, parce qu'on a un podcast francophone. Et aujourd'hui, on va parler du point de vue de Dr. Yves Psalti, qui est docteur en sciences biomédicales de la faculté de médecine de l'Université de Louvain à Bruxelles. Il est sexologue, clinicien et thérapeute de couple. Et ça a été un de mes premiers formateurs. Donc, en sexualité positive, il y a de ça plusieurs années, donc dans le cadre de sa formation pour intervenant en sexualité positive. Et l'outil qu'on a exploré, nous, cette semaine pour cet épisode de podcast, mais c'est le livre de Dr. Psalti qui s'intitule « La sexualité positive ». Je le montre ici pour ceux qui nous voient sur YouTube. Oui. Et le but, dans le fond, c'est de rendre accessible à tous, si on veut, l'épanouissement affectif et sexuel. Donc, on voit vraiment dans le titre le mot épanouissement. Oui, l'épanouissement affectif. Tu tiques sur bonheur, là, mais moi, je tique sur épanouissement quand on parle de ça. Les deux sont intéressants. Et dans son approche à Yves, donc, il est influencé ou basé sur trois mouvements, si on veut. Donc, la psychologie positive de 1, la santé sexuelle de 2, donc, qui est très intéressant, puis on va voir son point de vue, et l'hédonisme. On revient un petit peu plus tard. Pour aller plus loin dans ces trois concepts-là, dans l'approche de Yves en sexualité positive, parce qu'il y a une façon très intéressante, très directe d'apporter les choses. Et on va avoir la joie de le recevoir aujourd'hui en entrevue. Oui. On va pouvoir directement de la Belgique vivre la technologie, entrer en contact avec lui, et il va même venir au Québec le 27 mai prochain. Tout à fait. Pour faire une conférence avec nous. Exactement. Où est-ce qu'il va nous parler de ça? Exactement. De la sexualité positive. Et ça fait une belle sortie de couple innovante et, je dirais, inspirante. Oh oui, tout à fait. Donc, on se prépare à sa venue en entrevue. Alors, bonjour Yves! Bienvenue dans ce podcast! Salut Yves! Bonjour, comment allez-vous? On va... Très bien. Très bien. On est heureux. On va vers l'épanouissement. Le bonheur et sexuel. Le bonheur sexuel et conjugal. Et en fait, c'est un petit peu de ça dont on parle. Et on sait que toi, tu as appliqué la psychologie positive à la sexualité et tu as une approche sur la sexualité positive, dont le livre qu'on a lu ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi pour toi ça, la sexualité positive? Donc d'abord, c'est quoi la psychologie positive? Pourquoi j'ai pris un exemple de la psychologie positive? La psychologie positive par rapport à la psychologie,
qu'on enseigne dans les écoles et dans les universités, la psychologie a été enseignée surtout sur les troubles psychologiques. Donc, les maladies, les troubles, tout ce qui est négatif, si vous voulez. Alors, la psychologie positive ressort de toute la formation, de tout l'enseignement de la psychologie pour dire que, on va pas parler des choses positives, on va parler des choses négatives. Donc, quelque chose qui n'avait pas étudié, le bonheur. Comment on arrive au bonheur? Donc, c'est pour ça, ça nous parlait énormément. Bon, de toute façon, on s'occupe beaucoup dans la sexologie aussi des troubles sexuels, mais parlons un peu de la physiologie, de la bonne sexualité, de la santé sexuelle. Donc, c'est de se détacher un peu que de parler sans arrêt de ce qui ne va pas, de parler de ce qui va et surtout comment faire pour que ça aille. Donc, la psychologie positive nous a enseigné ceci, qu'on a voulu mettre ça à l'ordre du jour pour la sexologie de la sexualité, d'où le domaine dans lequel je travaille, que j'ai développé, c'est la sexualité positive. C'est-à-dire comment améliorer les choses. La sexualité, c'est bon pour la santé. Allez-y, fonçons. Super. Et c'est exactement ce qui confirme comment on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, c'est parfait. On est cohérent. Et tu utilises beaucoup dans ton livre et dans tes conférences les termes sexophobe, sexophile. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est un sexophobe, un sexophile et c'est quoi le lien avec l'épanouissement sexuel? Malheureusement, tout le monde n'aime pas le sexe. Loin de là. Donc, on estime que un tiers de la population est sexophile, c'est-à-dire des gens qui aiment le sexe pour le sexe, donc qui aiment le sexe et qui veulent avoir des relations sexuelles pour le sexe. On estime qu'un tiers des gens n'aiment pas. Donc, ceux qui aiment le sexe, je les ai appelés sexophiles. Donc, j'ai fait un néologisme pour les appeler sexophiles. Et de sexophile, le contraire, ce serait le sexophobe, mais pas dans le sens d'une phobie, d'une aversion, c'est-à-dire sexophobe, les gens qui n'aiment pas le sexe. Évidemment, il y a toute une échelle là-dedans qui n'aiment pas beaucoup, qui n'aiment pas peu, qui sont vraiment phobiques et qui ont une aversion sexuelle. Un tiers de la population est sexophobe et entre les deux, un tiers aussi, ce que j'appelle les intermittents du sexe. Un jour oui, un jour non. On va voir si ce jour, toute la journée, tu as été gentil avec moi. Peut-être ce soir, tu peux espérer qu'il y ait quelque chose entre nous. Donc ça va dépendre de l'atmosphère, tout ça. Donc, ce ne sont pas un sexophile ne va en général, sauf si le couple ne s'entend pas du tout, un sexophile ne va jamais dire « Aujourd'hui, si tu as été gentil avec moi, ce soir, on va voir ce qui va se passer. » Un sexophile, il fonce, que ce soit un homme ou une femme. Il veut la sexualité, il prend la sexualité, que ça a été bien ou mal dans la journée. La sexualité pour ce qu'elle est. La sexualité, donc, ils ont un certain désir sexuel. Donc, c'est pour ça, dans la sexualité positive, il faut définir ce que c'est le désir sexuel. Le désir sexuel, donc il n'y a qu'une seule définition du désir sexuel, c'est pour avoir du plaisir sexuel et pour obtenir des orgasmes. Toutes les autres formes ne sont pas de désir sexuel. Donc, genre, se rapprocher, genre, j'ai envie de passer un bon moment avec toi, c'est pas du désir sexuel, c'est avoir envie de passer un bon moment ensemble, mais ce n'est pas du désir sexuel, parce qu'on n'est pas là à la recherche du plaisir et de l'orgasme. Donc, le sexophile, il est à la recherche du plaisir et de l'orgasme. Ah, je comprends bien. Fait que le sexe est meilleur quand on aime quelqu'un, ça, il n'y a pas photo. Oui. Quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on a un rapport sexuel, il est meilleur, de loin meilleur que si on fait avec un inconnu. Mais le sexophile va quand même le faire, même si ça n'a pas bien été avec la personne, parce qu'il veut avoir son plaisir et son orgasme. C'est ça. Donc, je dois avoir le mien, le tien aussi. Je suis très attentif au tien aussi, mais je suis attentif au mien aussi. Donc, c'est pas... on ne cherche pas midi à 14h là. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on va faire quand on va se lancer dans une activité sexuelle. Ça ne veut pas dire que chaque fois ça va réussir, mais on sait vers quoi on veut aller. Et ce n'est pas ambigu, ce n'est pas si je te donne, tu me donnes, si tu me donnes pas, je ne te donne pas. Donc ça c'est pas une monnaie d'échange finalement. Ouais, je comprends. Et pour mieux illustrer ça, ce passage de sexophobe à sexophile, tu utilises une métaphore, une comparaison avec des ligues. Donc 5 ligues plus 1. Alors, as-tu envie de nous parler un peu, c'est quoi cette comparaison avec les ligues? Première ligue, deuxième ligue, troisième ligue.
Bon, ici, n'oubliez pas, je suis en Europe, je suis en Belgique, on aime bien le football, le soccer, comme vous dites. Dans le soccer, il y a des ligues, les professionnels, les bons joueurs, ils jouent en première ligue, les très mauvais joueurs jouent en quatrième ligue et ceux qui sont tout à fait au fond en cinquième ligue. C'est-à-dire que un bon joueur de première ligue, c'est forcément des sexophiles. Les cinquième ligue sont des gens, comment est-ce que je vais dire, qui sont inscrits dans une fédération mais qui ne jouent pas. Donc, c'est les asexuels. Asexuels, cinquième ligue, asexuels pour moi, c'est des gens qui n'ont aucune forme de sexualité, c'est-à-dire aucune activité sexuelle. On a 3 types d'activités sexuelles, le fantasme, la masturbation et la relation sexuelle. Donc, ces gens-là, ils n'ont aucune des 3. Donc, les cinquièmes ligues, si on prend tout le monde dans les cinquièmes ligues, il y a cinquième ligue primaire, toujours ils ont été en cinquième ligue, ou bien secondaire, c'est-à-dire qu'ils ont eu des activités sexuelles, mais à un moment donné, ils vont abandonner la sexualité et ils vont tomber en cinquième ligue, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas aucun des 3 activités sexuelles. Alors, si je prends les primaires, les asexuels, c'est 1% de la population. 1% de la population, ça fait quand même 80 millions de personnes de par le monde. Il y a autant d'hommes que de femmes dans les primaires. Si je prends les secondaires, c'est-à-dire des gens qui ont eu des activités sexuelles, mais qui, à un moment donné de leur vie, vont abandonner les activités sexuelles, ça fait quand même 25% de la population. Et ici, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, quatrième ligue, ce sont des gens qui font un peu au gré de choses, mais bon, parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie, ils ne sont pas poussés par le désir sexuel. Et les premières ligues sont des gens qui ont une activité sexuelle, qui ont du désir sexuel et qui vont utiliser les 3 activités sexuelles. Alors, on peut passer toute une vie en quatrième division. Il est impossible de passer toute une vie en première division. Donc, être un joueur de première division, c'est impossible. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre vie, on aura des maladies, on aura des problèmes, on aura des deuils, on aura des, je sais pas quoi, des pertes de travail, pertes d'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même des gens de première division, ils peuvent tomber en deuxième, troisième et arrêter toute activité sexuelle jusqu'à cinquième division. Mais à un moment au moment où que les choses vont s'arranger, ils peuvent remonter en quatrième, troisième division. C'est impossible. Il est quasiment impossible. J'ai jamais connu quelqu'un, condition de vivre à 80 ans et plus, des gens qui ont joué en première division, c'est-à-dire une bonne activité sexuelle, bien soutenue, plusieurs fois par semaine. Ça, c'est jamais vu encore. Je ne dis pas que ça n'existe Donc, pas. on peut normaliser, on peut dire que c'est normal que ça soit fluctuant, le désir sexuel, les activités sexuelles dans une vie, et que ça bouge, ça. Oui. Donc, ça va bouger. Ah. Et en général, les gens qui sont en première division, ils restent pendant longtemps en première division, et les gens qui sont en quatrième division, ils vont rester longtemps en quatrième division. Il y a des gens qui sont en quatrième division, c'est-à-dire qui ne se masturbent pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de fantasmes et qui auront des rapports sexuels pendant toute leur vie, je ne sais pas, très très peu, allez, 2 ou 3 fois sur l'année. Bon, ils n'abandonnent pas, ils ne sont pas en cinquième division, mais le problème, c'est chez ces gens-là, et c'est ça la sexualité positive qu'on doit dire, avertir, attention, si vous continuez comme ça, c'est-à-dire avec très peu d'activité sexuelle, un jour ou l'autre, bientôt, très bientôt, vous allez tomber en cinquième division. Parce que la machine ne va plus fonctionner. C'est-à-dire que les hommes qui ont très peu d'activité sexuelle, masturbation et rapports sexuels, ne vont plus bander, n'auront plus d'érection, n'auront plus de désir sexuel, ils auront un taux faible en testostérone et les femmes ne vont plus lubrifier, elles auront mal pendant les rapports sexuels. Pourquoi? Parce qu'elles ont laissé toutes les activités sexuelles d'un côté. Alors les gens, ils pensent qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de partenaire, il suffit qu'il y ait un partenaire, va réveiller ma sexualité. C'est ce mythe-là qu'on veut casser en disant c'est quelque chose de tout à fait. Le nombre de personnes que j'ai vues, ah oui, mais ça, personne ne va. Donc, le nombre de personnes, c'est-à-dire qu'ils ont laissé toutes les activités sexuelles, puis un jour, ils trouvent quelqu'un, ils viennent, ça ne fonctionne pas. La machinerie ne fonctionne pas. Ben, c'est ce que j'ai dit. Il fallait jamais laisser les activités sexuelles. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, rabattez-vous sur les fantasmes et la masturbation. Donc, il doit y avoir un entretien entre les partenaires, il doit y avoir un entretien quand même. Ben, en fait, c'est ça, c'est que Yves, oui, seul en masturbation. Ça peut être seul, exactement. Oui. Donc, si vous n'avez pas de sexualité relationnelle, rabattez-vous sur la sexualité personnelle. Si vous ne la faites pas, un jour ou l'autre,
vous ne pouvez plus faire de relationnel parce que la machine ne va plus fonctionner. Et ça, les gens, ils sont tous étonnés. Personne ne m'avait dit ça. Comment est-ce possible? Ça fait des années qu'on vous dit. Ça fait des années qu'on vous dit, ne lâchez pas les activités sexuelles. Ah oui, mais je ne savais pas. Ben, tant pis pour vous. Hein. C'est irréversible. Mais maintenant que les gens qui écoutent notre podcast n'auront plus d'excuses, ils Non, vont savoir. Ils vont le savoir. Ça l'a été dit. Et dis-nous, Yves, si on prend, par exemple, 2 membres d'un couple et ils ne sont pas au même endroit, on a dit que c'est normal que ça fluctue. Un des 2 membres du couple peut vivre un deuil, par exemple, ou une période difficile et tomber en ligue en division 4, par exemple. Et l'autre peut être en division 2. Je donne un exemple au hasard. Et là, ça va créer une mésentente. Hein? Et les mésententes qu'on voit le plus en bureau, c'est les mésententes sur la fréquence et d'autres choses, mais surtout la fréquence. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais avec les couples qui viennent te consulter et qui s'aiment et qui veulent rester ensemble, mais qui ont une mésentente sur la sexualité, qui ne jouent pas dans la même ligue? Alors, on appelle ça évidemment des couples mal assortis. Ils ne sont pas assortis. Alors, ce qui est intéressant, c'était est-ce qu'ils étaient assortis à un moment donné de leur vie? Parce qu'en général, les gens, ils sont capables de nous dire les 6 premiers mois, ça marchait. Ça marchait tellement bien les 6 premiers mois, et maintenant, ça fait 20 ans que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? On était assortis, on ne l'est plus. Est-ce que vous étiez assortis? Est-ce que vous aviez du désir sexuel? C'est-à-dire que les gens, ils pensaient que les 6 premiers mois, comme ils faisaient souvent l'amour, qu'ils avaient du désir sexuel. Ce n'est pas du désir sexuel. Ils étaient dans une phase passion où les gens se sautaient l'un sur l'autre. Ils étaient dans une phase de recherche où les gens se sautaient. Donc, ils se complétaient. Donc, le moteur de la sexualité, c'était la passion. Le moteur de la sexualité, c'était plaire. Mais une fois que ce moteur est parti, quel va être le moteur pour maintenir une sexualité? Je l'ai dit, il n'y a qu'un seul moteur. C'est pour obtenir du plaisir et de l'orgasme. Quand ils ne sont pas là-dedans, ils pensent qu'ils ont été assortis à un moment donné. En fait, ils n'ont jamais été assortis. Alors, à un moment donné, quand quelqu'un veut beaucoup et l'autre ne veut pas du tout, donc évidemment, en consultation, on voit beaucoup de ces gens-là. Alors, ce qu'il ne veut pas, donc je vais coincer un peu celui qui ne veut pas. Parce que, bon, on parle souvent de l'infidélité. Infidélité, c'est quoi? C'est aller voir ailleurs. Donc, aller tremper son sucre dans une tasse différente. Okay. Il n'y a que ça que c'est infidélité. Il y a plusieurs formes d'infidélité. Ne pas avoir de relations sexuelles, c'est une infidélité. Une infidélité, ça veut dire quoi? C'est un coup de canif au contrat qui était écrit ou tacite. Quand on s'est marié, est-ce que tu m'as dit à un moment donné que 2 ou 3 ans après, on n'aurait pas de relations sexuelles, on va arrêter? C'est écrit quelque part. C'est un coup de canif au contrat. Toi, tu as décidé d'arrêter les relations sexuelles parce que tu n'aimes pas, c'est ton droit, mais est-ce que tu me l'as dit? Alors, si moi je vais voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on va étudier infidélité, les différentes formes d'infidélité, c'est-à-dire coup de canif au contrat, l'un ne veut pas du tout, l'autre veut beaucoup. Alors, on va coincer celui qui ne veut pas du tout. On va lui demander en consultation, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour la sexualité de celui qui est là? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour la sexualité de celui qui est là? Est-ce que, dans la maison, est-ce que tu vas prévoir une chambre, un endroit où cette personne qui veut beaucoup aille se masturber? Ou bien tu vas sans arrêt aller la déranger, toc, toc, toc à la porte en disant qu'est-ce que tu fais derrière la porte? Il se masturbe ou elle se masturbe. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que cette personne ait au moins une sexualité personnelle? Première chose. Deuxième chose, est-ce que cette personne-là peut avoir une sexualité relationnelle? Est-ce que cette personne-là peut aller voir ailleurs? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que cette personne-là continue sa sexualité? À un moment donné, les gens, ils ouvrent leurs yeux en se disant « Ah, ça, je n'avais pas pensé à ça. » C'est ton droit de ne pas aimer la sexualité. On ne peut pas obliger. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer la sexualité. Mais si on est en couple, vous ne voulez pas vous séparer, vous voulez rester ensemble, qu'est-ce que tu vas faire? Mais ce n'est pas à celui-là qu'on va poser la question. C'est à celui-là, celui qui ne veut pas, qu'on va poser la question. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que celui-là continue sa sexualité? C'est comme ça qu'on peut aiguiller. Donc, ce n'est pas à celui-là qu'on va poser la question, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que... Et si la personne qui est dans celui-là, celui qui est par exemple en 4e division, veut aller rejoindre. Parce que là, on parle, s'il ne veut pas aller rejoindre, il veut rester en 4e division, tu dis, c'est son droit. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer la sexualité. Tout à fait, je suis d'accord avec ça.
Et la pression, on sait très bien ce que ça fait à la sexualité. Alors là, ce que je comprends, c'est que tu invites la personne avec, dans la division 4, si elle veut y rester, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour permettre du moins une sexualité personnelle, masturbation ou relationnelle à l'autre. Et qu'en est-il si la personne de division 4 a envie de rejoindre l'autre en deuxième ou en première division? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est accessible à tout le monde, ça? Évidemment. Évidemment que c'est possible. Et là, on va lui parler de la santé sexuelle en lui disant, vous savez, vous êtes en 4e division, votre santé sexuelle n'est pas au top. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, on va lui poser la question. Donc, pour ne pas obliger quelqu'un à avoir une santé sexuelle, on va lui poser la question, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une santé sexuelle, c'est-à-dire avoir du désir, du plaisir, des orgasmes, le plus loin possible dans la vie? Alors, si la personne dit, yes, je veux, vous avez toqué à la bonne porte, j'ai des outils. Donc, nous, on est là à donner des outils aux gens, c'est-à-dire des gens qui veulent évoluer dans leur sexualité, qui veulent s'éclater dans la sexualité. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, quels sont les éléments pour améliorer la santé sexuelle? Il y en a 7, et on va parler de ces 7 pour ces gens-là. Ah, super. Donc, ça donne quand même des voies de passage. Je trouve ça intéressant. Et parlant de sexualité... C'est le job du sexologue, quoi. C'est le job du sexologue d'aider la personne de 4e division à monter vers des divisions supérieures. Exact. Donc, un beau message d'espoir que si on a envie de changer de division, c'est possible. Dans ton livre, tu énumères des conditions. Hein? Donc, être curieux, hein? Donc, être motivé, donc avoir envie. Est-ce qu'il m'en manque une? Il me semblait que tu en avais 3. Et voir que le sexe, c'est bon pour la santé. Hein? C'est ce que tu dis souvent. Il faut être curieux, c'est-à-dire on va vous expliquer ce que c'est la sexualité. Il faut que vos yeux brillent. Oui, quoi? Demandez, poser des questions. Il faut être motivé. On va vous donner des petits devoirs. Il faut les faire. Il ne faut pas dire aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Et la condition 0, la condition de base, c'est il faut pouvoir se dire le sexe, c'est pour moi, pour mon propre bien. On ne fait pas de la sexualité pour faire plaisir à l'autre. Ça, c'est vraiment la condition de base. Et comme dans la psychologie, il y a donc les Canadiens, ils ont bien étudié ça, les Canadiens, les Québécois, ils ont bien étudié. Tous les patients ne sont pas des bons patients. Hein. Il y a des bons patients, il y a des mauvais patients. Alors, en fait, ils vont pas dire il y a bons patients, il y a mauvais patients. Ils vont dire il y a 3 types de patients. Il y a le patient acheteur, le patient plaignant et le patient visiteur. Donc, acheteur, c'est du pain béni pour un sexologue, pour un psychologue. Il est là, il demande des outils, donc il va tout faire, tous les outils. C'est super d'avoir un acheteur. Donc, ça, c'est le bon patient. Et les 2 autres sont des mauvais patients. C'est-à-dire, le plaignant, il est là, il ne demande rien, il se plaint. Il n'arrête pas de se plaindre. C'est très bon pour la psychanalyse. Donc, il ne demande rien, il parle, mais en parlant, il n'arrange pas les choses. Hein. Et le visiteur, il est là, il ne sait pas pourquoi il est là. Moi, je n'ai pas de problème. On m'a demandé de venir ici. Donc, il va pas bouger, il va rien faire. Il n'est pas intéressé par la chose. Donc, ça, c'est des patients très, très compliqués. Ce n'est pas qu'un patient résistant, c'est qu'il ne demande pas. Donc, et on dit, il fait de la résistance à ce que je vais expliquer. Ce n'est pas du tout de la résistance. Il ne demande pas, il n'est pas demandeur. Il n'a pas de problème, puis il n'y a pas d'objectif. Voilà, exactement. Donc, si on est un client acheteur et qu'on est prêt à mettre des outils en place, on peut changer de division. Et si on n'est pas prêt à changer de division et qu'on n'a plus envie de sexualité, alors qu'est-ce qu'on va mettre en place pour notre partenaire? Des très belles pistes, Yves. Et tu as parlé de santé sexuelle. D'ailleurs, tu es président de l'AFPSS, qui est l'Association francophone pour la promotion de la santé sexuelle, hein, une association dont je fais aussi partie. Et dans cette association, tu fais, donc toi et un groupe de professionnels, la promotion de la santé sexuelle au grand public. Alors, s'il y en a aussi, donc en plus du livre, qui ont envie accéder à des articles ou plus d'informations, peuvent se rendre sur ce site. Tu pourras mettre le lien dans la description, oui, tout à fait. Et on voit que ça fait aussi partie de ta mission. On pourrait un petit peu terminer sur cette question-là. Ça serait intéressant dans la santé sexuelle. Tu la compares à la santé habituelle. Hein? Comme ça, on va voir un médecin. Hein? Tu vas dire, le médecin, il va dire, pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut manger des fruits et des légumes, faire de l'exercice, avoir un bon sommeil, arrêter de fumer, etc. Et tu dénonces un peu qu'en sexualité, on n'arrive pas avec des normes, on n'arrive pas avec des conseils clairs pour y arriver. Alors, j'aimerais terminer un petit peu sur si on a envie d'aller vers une santé sexuelle plus intéressante sur le long terme, orientée sur le plaisir.
Alors, ça serait quoi les normes? Ça serait quoi ce sur quoi on devrait se concentrer pour être en bonne santé sexuelle, Yves? Donc, il faut avoir une bonne hygiène sexuelle. Comme tu viens de dire, une bonne hygiène de la vie, il faut avoir une bonne hygiène sexuelle. Donc, il y a 7 items dans la bonne hygiène sexuelle. Les 3 premiers sont faciles parce que ce sont les activités sexuelles. Donc, vous devez, c'est énormément avoir des fantasmes. Fantasmer. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas des obsédés sexuels. Deuxième, masturbez-vous beaucoup. N'ayez pas peur, ça ne rend pas sourd. Troisième, essayez d'avoir beaucoup de relations sexuelles autant que vous pouvez sans tuer personne, sauf si vous êtes des addicts. Donc, si le troisième, vous n'avez pas. Donc, le grand message, c'est ça. Parce que il y a vous êtes en couple, mais l'autre n'est pas disponible, ou bien vous n'êtes pas en couple, rabattez-vous sur un ou deux pour maintenir une certaine libido. Sinon, après ça, ça va être irréversible. Vous n'allez pas du tout fonctionner. Donc, ces 3-là sont les 3 activités sexuelles. Alors, le 4e et le 5e, qui font partie aussi de la sexualité, le 4e, c'est image corporelle. Essayez d'avoir une bonne image corporelle. C'est surtout valable pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Donc, les femmes, n'oubliez pas que 9 femmes sur 10 ont une mauvaise image corporelle d'elles-mêmes, et c'est votre devoir à vous-même pour améliorer votre image corporelle. Donc pour ça, on a plein d'outils, évidemment. Les sexologues, ils sont très connus là-dedans. Ils vont donner plein d'outils aux gens pour pouvoir améliorer l'image corporelle, c'est-à-dire apprendre à se regarder dans la glace, dans le miroir, et de se dire, je suis belle, je suis désirable. Le 5e, c'est érotiser le maximum partie de mon corps pour bien fonctionner à la sexualité. Érotiser le corps, c'est-à-dire toucher, caresser un endroit et avoir une réponse sexuelle. Une réponse sexuelle, c'est un homme, il a une érection, une femme va lubrifier. Donc, il y a moyen, pas seulement les parties génitales, mais caresser d'autres parties génitales et avoir une réponse sexuelle. Plus j'ai des endroits érotisés, plus je vais être fonctionnel sexuellement, plus facilement j'aurai du plaisir et des orgasmes, et moins je vais rentrer dans les choses parasites, les idées parasites au moment de l'acte. Donc, tous ces 5-là font partie de la sexualité. Le 6e, c'est pas de la sexualité, c'est de la psychologie. Chacun doit travailler son estime de soi et la confiance en soi. Donc, pour être bien en sexualité, il faut avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, par l'image corporelle. Et le 7e, si vous êtes en couple, apprenez à être dans un couple heureux. Donc là, on va donner 3 types d'outils aux gens. On va leur apprendre à parler, on va leur apprendre à se disputer, on va leur apprendre à faire la paix le plus vite possible. Donc ces 7-là vont aider à améliorer sa sexualité de 4e de monter tout doucement vers la première division. Super. Excellent. Merci beaucoup, Yves. Que de bons conseils. Oui. Tout un programme et tout ça, je le dis bien, dans l'hédonisme, hein, parce que tu le prônes. Tout ça dans l'hédonisme, de prendre plaisir de la vie. En fait, quand je dis c'est un grand programme, c'est une histoire entre les 8 consultations qu'on va faire au total, réparties sur 4 à 6 mois, quoi. Donc, c'est pas un truc de 20 ans, 3 fois par semaine, hein. Donc, on donne les outils aux gens et on dit aux gens, vous rentrez chez vous et vous mettez en pratique ces outils-là. Donc, c'est un truc qui dure 4 à 5 mois, hein. Faut pas croire que c'est ad vitam aeternam que les gens vont se lancer dans une sexothérapie. Super. Mais un grand merci, Yves. Ça a été un bonheur de t'avoir parmi nous. Et on se revoit donc le 27 mai prochain dans notre conférence qu'on fait ensemble pour pouvoir justement, s'il y en a qui sont curieux d'en savoir plus. Et surtout, tu vas nous partager dans la conférence comment avoir une sexualité vibrante sur le long terme avec plus de chair et toujours dans l'humour. Alors, on t'apprécie beaucoup et on a bien hâte de se revoir bientôt. Merci. Donc, à bientôt. À bientôt, on se voit en public. Merci. À bientôt. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Donc, c'était Yves Psalti de Bruxelles. Oui, il est-tu, hein? Il y a quelque chose, hein, notre Yves, là, Colin. Oui, direct, let's go, oui. On l'aime beaucoup. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais dans cette conférence-là qui s'en vient, je vais juste terminer là-dessus. Il va y avoir Yves qui va être là pour nous parler de la sexualité, mais il va y avoir aussi Yvon Dallaire. Oui, notre ami Yvon qui va être là. Exactement, c'est un expert des relations de couple depuis plus de 40 ans. Il a écrit une tonne de livres, donc vraiment dynamique. Je pense qu'il a dépassé de 40 livres, hein, ça se peut-tu? Oui, je pense que oui aussi. Donc, et c'est jamais son dernier. Non. Et il y a nous qui va être là aussi. Donc, non seulement on va animer la soirée, mais on va aussi partager des clés de complicité. Oui. Et dans le fond, c'est ce qui conclut un peu les 3 piliers du couple. Oui.
l'amitié, l'amour et la sexualité. Exactement. Et donc, nous, on va parler d'amitié. Yvon va parler de comment faire durer l'amour dans un couple sur le long terme, bien passer la lune de miel du début, là, cette fameuse passion. Oui. Et Yves, comment avoir une sexualité vibrante, travailler Oui. justement la santé sexuelle, la sexualité positive. Sur le long terme aussi. Fait que je voulais juste conclure un peu là-dessus, les 3 piliers, parce Ouais. que ça fait partie de ce que Yves parle aussi dans son OK. livre sur la sexualité positive. Ben, conclusion là-dessus. C'est Ben, concluons qu'il faut dire, mais moi, Oui, je en trouve fait, ça je te drôle parle de la dire conclusion. conclusion. Là, je disais, je voulais parler Tu de voulais ça conclure avant là-dessus. de conclure. Oui, bon. Oui, avant de conclure. T'sais, on fait durer le plaisir, tu comprends? Oui, c'est vrai. C'est ça l'érotisme. C'est vrai, hein? OK? Oui. Donc, le premier pilier, je voulais juste qu'on en parle un petit peu, c'est Puis l'amitié. l'amitié, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que l'amitié, toi? Ben, c'est 2 amis qui sont ensemble, puis qui se Oui. respectent, puis qui s'acceptent. Fait que pour toi, dans l'amitié, respect, acceptation. Oui, Ouais, je suis beaucoup d'acceptation, moi, dans Je suis l'amitié. d'accord. De non-jugement. Non-jugement. J'ai déjà entendu une phrase, j'étais jeune, c'était à la télévision, quelqu'un avait parlé d'un de ses amis, puis il avait dit « Tu juges pas un ami. OK. Bien, c'est sûr qu'on sait, hey, moi, je fais ma tannante. OK? Vas-y, T'es prête vas-y, pour ma vas-y. Ben tannante? oui, c'est correct. Oui. Bien, dans le langage courant, quand Ouais. on dit ne pas juger, là, Ouais. on veut dire, dans le fond, suspendre le jugement Oui. ou accepter ce que La l'autre est situation, différent. c'est ouais. ça, c'est ça. Parce que tu sais que neurologiquement Je pense parlant, qu'on juge automatique on juge si c'est pas automatique, dans la oui. même ben, croyance c'est que nous. c'est un biais cognitif d'attribution. Oui, c'est ça. c'est-à-dire que- C'est exactement ça que j'allais dire. Oui, c'est-à-dire qu'on mais c'est que pour que notre cerveau fonctionne et économise l'énergie, on Non, met mais les je gens comprends. dans des cases où on met. C'est vrai. Mais c'est juste fonctionnel, hein? C'est pas un jugement négatif. Non, non. Fait que dans le langage courant, je trouve ça C'est comme un intéressant. triage, c'est ça? Ben, oui, un peu. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un, lui, il a de l'air, ou elle a de l'air gentil, C'est ça. riche, pas. Tu sais, donc, ça se fait tout Tu seul. fais comme des filtres. Oui, mais ça se fait tout seul. Oui, oui, je comprends. Fait que ça, c'est à quelque part un jugement. Oui, oui, OK, je comprends. Mais dans notre culture. Mais c'est dans le langage populaire. dans le langage du genre, populaire, tu juges pas un ami dans le sens C'est où... ça. C'est ça. Dans le langage populaire, quand on dit on acceptes- juge pas, on veut dire qu'on accepte. Oui. Donc, ça, c'est l'amitié. Ouais, Et là, la question à se poser, c'est est-ce qu'on pense qu'on est des amis dans notre couple? Ça, en général, je parle. En général, OK, Oui, parce parce que tu que me poses nous, la on- question, moi, je Nous, on répondais le sait oui. qu'on est des amis. Oui. Mais est-ce qu'en général, on pense, puis tu sais, une façon de le savoir, c'est quand même de se dire, est-ce qu'on a justement de l'acceptation, de l'empathie, Ouais, OK. de la bienveillance? On a-tu des valeurs communes? On a-tu des projets communs? Est-ce que ça se peut Ouais, être en couple sans avoir de valeurs, la majorité des valeurs communes? ça se peut. Ça se peut? Ça fait beaucoup de conflits, mais ça se Oui, peut. c'est ça, hein, c'est quand même Ben oui, conflictuel. ben oui, mais ça se peut. Et souvent, c'est que ça va être des couples qui vont être justement peut-être un peu moins amis et Ouais. peut-être un peu plus amants, par exemple. OK. OK, donc, OK. tu sais, c'est ça, chacun des 3 piliers, donc amitié, amour et sexualité. On peut être un couple à 2 piliers. OK, c'est ça, je comprends. OK, OK, là, je comprends, oui. on peut rouler à Oui, 2 oui. piliers. On peut les mettre aussi gros et minces qu'on veut. Ce qui va créer un peu l'harmonie, c'est l'entente. Est-ce qu'on veut vivre les mêmes piliers? Parce que si moi, je veux que tu sois mon compagnon, mon meilleur ami, puis toi, tu veux une maîtresse, puis tu veux pas te livrer, puis tu veux pas d'intimité, on va mal s'entendre. Oui, je comprends. C'est pas le même but. C'est ça. Mais si on veut la même C'est affaire... pas le même projet couple. C'est ça. Ça peut quand même Ouais. marcher. Je comprends. OK. Puis le deuxième, les sentiments amoureux, ce que Yves va dire dans son livre, c'est que il va changer, il va parler de l'amour comme 5 niveaux OK. de sentiments. OK. Fait que je ferais ça parce que c'est lui, il parle de ça. Moi, j'ai Ouais. jamais parlé de 5 niveaux de sentiments. Lui, il parle de ça. Fait qu'il va dire, dans l'amour, il y a la passion. Oui. OK? Mettons le premier niveau, Oui. qui est souvent ce qu'on va vivre au début dans la lune de miel Oui. et qui est une émotion très forte qui vient du système un peu limbique dans le cerveau. Donc, ça vient pas de la même endroit dans le cerveau que l'amour. Ça, le système limbique, c'est quoi? Eh boy, tu me parles. Ah, mais toi. grosso modo, Oui, c'est ben, comme une grosso place modo, dans on le pourrait dire que c'est cerveau. le cerveau du bas. OK, donc OK. Anne-Laure Nouvion, qui est une des enseignantes chez nous, qui donne un cours sur En la neuroscience, neurosciences, oui. elle a développé un modèle qu'elle appelle des 2 pilotes. Ça veut dire OK. il y a le cerveau du bas, OK. qui est comme le cerveau reptilien limbique. Oui, OK. OK, OK. Les deux, bon, mettons première couche, puis le néocortex, qui est celui qui réfléchit. OK, c'est bon. OK. OK, je comprends. C'est comme si on se dit le cerveau du bas, c'est lui qui est orienté plus sur les fonctions automatiques. Fait que plus comme les réflexes et ces Oui, choses-là. oui, Fait que le puis- cerveau limbique rentre Non, là-dedans, c'est les ça? réflexes, c'est plus le reptilien. C'est parce que je Eh, suis pas pas- une prof en non, mais neurosciences. non, mais je tu veux pas aller m'en loin éloignes. là-dedans. Là. Je me demandais juste c'était quoi le cerveau Ouais, limbique. mais c'est ça. Mais on va dire qu'il fait partie du cerveau du bas OK. et que lui, son rôle, c'est notre survie, notre sécurité. OK. Le moteur, Et c'est lui qui va générer des émotions dans le limbique. je comprends. OK? Fait que c'est comme si OK. c'est l'usine d'émotions. Je comprends. Tiens, C'est très on clair. a trouvé une image. C'est ça. Donc, Et- le cerveau limbique, c'est l'usine d'émotions. L'usine d'émotions. Écoute, c'est clair. Ça va. Ouais. Et tandis que le cerveau du haut, c'est là où on va réfléchir.
C'est là où on va être capable d'avoir de l'empathie, de comprendre ce que l'autre vit, donc même dans la compréhension. Donc, par exemple, un enfant qui fait une crise de bacon, là, c'est le limbique qui est activé, puis il est déconnecté du rationnel. Je comprends tout à fait. Ça me fait comprendre une couple d'affaires aussi. Fait que la passion, quand je dis ça vient plus du limbique... La gestion des émotions. Oui, ça te fait comprendre des affaires, oui. Il manque des ponts. Donc, en fait, quand on veut développer l'intelligence émotionnelle, justement, on veut faire des liens entre les deux cerveaux. C'est ça là, que je viens de comprendre. Là. Pour qu'ils s'accordent. Puis les enfants, ce qu'on veut, pourquoi pas faire une parenthèse sur l'éducation des enfants là-dedans? Why not? Mais ce qu'on veut, c'est créer des liens comme parents. Fait quand l'enfant il est en crise émotionnelle, c'est est-ce que tu te sens comme ça parce que c'est nous qui fait le cerveau du haut, parce que lui, il n'est pas mature encore. Je comprends. Ah, c'est ça que tu fais tout le temps avec Jules? Oui, c'est ça que je fais tout le temps. Je me demandais, puis il me semble qu'il n'a pas envie d'entendre ça, mais je comprends, là. Je fais des liens parce que lui, son cerveau rationnel, il va être mature juste à 25 ans. Ah oui? Oui. Ça veut dire que mon fils de 18 ans qui est parti de la maison n'est pas mature? Lui, son néocortex n'est pas encore à pleine maturité. C'est bon, je ne savais pas ça. Effectivement. Ça coûte plus cher d'assurance en auto, d'ailleurs, à cet âge-là. C'est vrai. On ne se passe pas pourquoi. Donc, plus on fait des liens, plus on développe aussi notre intelligence émotionnelle. OK, en tout cas, fermons la parenthèse, mais c'est bon, merci pour la réponse. C'est ça, la passion, c'est... plus fort que nous, c'est une émotion. Oui. On est en amour et c'est pas quelque chose de rationnel. Non, c'est une drogue, comme tu disais. C'est purement émotionnel. Ça a le même effet qu'une drogue. C'est ça, tu dis ça dans les cours. Son deuxième niveau, c'est l'amour véritable. OK. Et là, lui, vient du cerveau du haut. Oui, parce que je comprends pas ça. Donc, c'est un amour qui est plus rationnel, réfléchi, plus l'ordre d'un choix. Fait qu'on peut dire que là, dans l'amour, on est dans l'altruisme. Oui. Fait qu'on passe de « je suis amoureux » et je veux vivre ça. Je veux prendre soin de toi, je veux prendre soin de notre couple. Je t'aime toi, je t'aime toi. Et là, ça se démontre. Oui. Par de la bienveillance, de la confiance, du soutien. Du soutien, du désir aussi. Okay. On parle de sexualité. Oui. Du désir puis de l'excitation aussi, mais qui découle plus de la raison. OK. Je te désire parce que je te choisis, parce que je vois ce qu'il y a de beau en toi, parce que je choisis de t'admirer, de te respecter, parce que je t'ai choisi, quoi. Fait que c'est quand même beau. Fait que ça, c'est l'amour. Il parle, en troisième lieu, d'attachement. Oui. C'est un amour un petit peu plus tranquille, mais basé sur une grande confiance. Mais c'est là que le pilier amitié rentre beaucoup, j'imagine. Là. Oui, il y a de l'amitié dans l'attachement. Il y a de l'amitié dans l'attachement, il y a de l'affection, il y a du respect, il y a du dévouement, il y a de l'entraide, il y a de la gratitude. Okay. Et c'est un signe de maturité affective. Il y en a beaucoup qui vont penser que l'attachement, c'est poche. Ah oui? Oui, parce que c'est tranquille. Ah, OK. Fait qu'il y en a qui vont faire comme, moi, si c'est j'entends ça des fois dans mon bureau comme, mais là, moi, j'aime bien mieux créer une chicane que de m'ennuyer dans un couple tranquille. Ouais. Donc, mais là, ça, c'est la recherche de l'intensité. Oui, je comprends. Je comprends qui va se retrouver dans le 1 et 2 de ces niveaux. OK. Donc, 1, c'est la passion. 1 et 2, excuse-moi, 1 et 5 de ces niveaux. 5, on n'a pas parlé encore. Okay. Fait qu'on a parlé de passion, amour, attachement. OK. 4, c'est l'indifférence. Puis l'indifférence, c'est pour moi le vrai contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'a popé là, parce que c'est ça qui m'avait. Et l'indifférence, c'est quand on est en couple pour des raisons autres que le couple. Donc, par exemple, parce que j'ai peur d'être seule. OK. Pour les enfants, exemple, pour payer mon hypothèque. Exactement, parce que je suis en dépendance financière, etc. Donc, c'est un couple qui va être pragmatique. Selon Steinberg, il va appeler ça de l'amour vide. Dans les styles amoureux, c'est de l'amour pragma. Il y a certaines cultures, on parlait de culture tantôt au début dans l'intro, donc il y a certaines cultures qu'il y a des mariages arrangés pour... Ça peut rentrer là-dedans, ça? Oui, puis non, parce qu'un mariage arrangé, ça ne change pas que je peux choisir d'aimer mon... Ah, je comprends. Oui, c'est vrai, tu as le choix de l'aimer quand même. Je peux quand même choisir d'aimer la personne que je n'ai pas choisie. C'est vrai. Je peux choisir de le choisir pareil. Il y a comme quelque chose que je peux vivre de l'amour pareil. Ça ne l'empêche pas. Et ça ne veut pas dire que je vais être dans l'indifférence. Je pourrais être dans 5, la haine. 5, c'est la haine aussi, 5, c'est la haine. Là, ça, c'est plus le contraire de la passion. Oui. Mais la haine n'est pas le contraire de l'amour. Non, l'indifférence, c'est le contraire. L'indifférence, c'est le contraire de l'amour. La haine est le contraire de la passion. Oui. Tu vois, moi, je le savais parce que tu me l'avais expliqué, mais moi, normalement, j'avais pensé que la haine, c'est le contraire de l'amour. Je t'aime pas, je t'haïs. Oui, parce qu'on parle beaucoup de relations amoureuses. Hein? Ça fait partie de notre... On dirait que c'est le réflexe. Non, la haine, c'est quelque chose d'aussi fort que la passion, peut-être même plus, et ça te prend encore en otage. Ben, je comprends. Hein? C'est la même... Je comprends. Tu veux gagner une guerre. Il y a quelque chose où... Si je t'haïs, mon but, c'est de te faire mal, ou pas nécessairement physiquement, mais je veux dire, c'est de gagner. Il y a des gens qui vont rester en couple. Oui. Puis qui vont nourrir cette haine-là. Qui vont nourrir ça, puis que ça donne même quasiment un sens à leur vie d'haïr la personne. Fait que c'est autant prenant et obsessionnel. Là, je comprends, mais je le comprends en tout cas, oui. Fait que le plus grand prédicteur de séparation, c'est pas la haine.
C'est C'est l'indifférence. l'indifférence. Si ton ou ta partenaire est indifférent, Ouais. là, c'est un signe qu'il y Là, a un manque d'amour. Fait que je m'en fous. Fait que Peu importe, même c'est si on ça. se sépare. Donc, des Ça me fois, fait rien, des c'est pas fois quand grave. quelqu'un va dire ah, ben là, écoute, on chicanait beaucoup, mais là, tout d'un coup, on dirait qu'il n'y a plus de rien de grave, on chicane plus du tout. Des fois, ça peut être inquiétant. Ça, c'est une alarme. Ben, ça ça pourrait peut. être une alarme. Fait qu'il y a quelque chose à vérifier. Là. Est-ce OK. qu'on vient glisser dans l'indifférence ou on est glissé dans l'acceptation, puis là, on rentre Ouais, ailleurs? Tu sais, on est glissé ou où? dans la soumission aussi, peut-être. Il y a là, tu sais, quelque faut chose voir, où là. est-ce qu'on est glissé à quelque Ouais, je part, comprends. là. Si c'est Ouais. de l'indifférence, ça peut être une T'sais, lumière. Là. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, Il faut l'éteindre là, maintenant. oui, c'est ça. Donc, idéalement, bref, on sait qu'on veut faire le tour de ce pilier-là. Oui. Donc, l'amour, puis de voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut être, comment qu'on le développe. OK. Et finalement, le troisième pilier, c'est la sexualité. Oui, C'est ça qu'on parle aujourd'hui. exact. Et l'idéal, c'est, donc, Yves va appeler ça d'être assorti. Oui. Moi, je vais dire, c'est d'avoir une bonne entente OK. Oui. sur notre projet sexuel, Oui. c'est-à-dire fréquence, type, contenu, type de fantaisie, tout ça. Et pour créer cette entente-là, il y a des outils. Yves nous en a partagé 2 stratégies. Donc, il a dit, si jamais, dans un couple, celui qui veut moins, celui qui est moins sexophile et qui est plus sexophobe, pour utiliser ces termes, là, je fais une révision en même temps, Tout à fait. ben, comment est-ce que cette personne va... Qu'est-ce que cette personne peut mettre en place pour permettre à l'autre de maintenir une sexualité, même si c'est une sexualité personnelle de masturbation ou fantasmatique, ou même peut-être relationnelle ou peut-être pas. Là, ça dépend des modèles de couple. Mais si la personne veut devenir sexophile, alors là, tu as vu les lumières dans ses yeux, hein? Oui. Parce que c'est là qu'on a plein d'outils. Oui, exactement. Et qu'on a un chemin. Puis c'est ça, moi, le message d'aujourd'hui que j'ai envie de livrer, c'est qu'il y a un chemin pour devenir Oui, c'est sexophile. que ça se fait. Ça se fait apprendre à aimer la Il y, a sexualité. il y a une forme d'espoir pour ceux qui ont besoin de cet espoir-là ou ceux qui juste veulent, parce qu'il disait, parce que tu peux tomber dans la Ligue 4, là, tu n'es comme pas Ouais. sexophobe, mais mettons, parce que tu as une maladie ou un deuil, ça Ouais. peut être très Tout à temporaire. fait. Un postpartum. Postpartum ou peu importe les raisons, qui peut Ouais. durer plusieurs mois. Oui. Mais l'autre veut peut-être sa fréquence. Mais là, il y a comme un clash entre les deux. Il y a des outils pour revenir à ce niveau-là si cette personne le veut. C'est ce que je comprends, là. Oui, il y a des outils pour revenir et en même temps dans le respect d'eux. Parce qu'un C'est deuil ça. ou un postpartum, ça se roche Mais non, c'est ça, C'est exact. ça. Donc, mais quand on voit que c'est une tempête, nous, dans notre Oui, nous, c'est des programme de tempêtes. formation, on appelle ça une tempête. Ouais. Un deuil, un accouchement, une perte d'emploi, etc. On sait que c'est une tempête temporaire. Oui. Les gens optimistes sont capables de voir ça. Mhm. Ils sont capables de dire, là, il fait pas beau en ce moment, il pleut, il y a C'est des une orages. tempête. On va s'occuper Mais de il va faire passer au beau, travers la beau tempête. tantôt. Fait qu'ils Ben sont oui. capables de se dire, je vais me replier sur fantasme et masturbation Exactement. et je vais laisser l'autre personne vivre son deuil ou son postpartum, etc. Je vais laisser cette personne-là et après, on va revenir. Exact. Mais l'important, c'est de revenir après, C'est ça. si on a envie. Oui, c'est ça C'est l'objectif. ça, si on a envie. Exact. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'aimer la sexualité pour la sexualité, Mhm. pour le plaisir, Mhm. pour mon plaisir? Oui, pour moi-même, exactement. Est-ce que j'ai envie de ça? Et c'est ça qui va être le but qui va nous mener vers la sexophilie. Si on utilise les termes de d'Yves, donc de devenir sexophile. Parce que sexophilie, je ne sais pas, mais devenir sexophile, Oui, du moins. sexophile, oui. Alors voilà, il y a un chemin. À vous de savoir quel chemin vous avez envie d'emprunter. Mhm. Et on se revoit pour ceux qui sont sur la rive nord ou qui sont proches de Montréal, si vous avez envie de nous voir en vrai, Mhm. à la conférence du 27 mai prochain. Et sinon, on se revoit dans un prochain podcast. Et ça nous fait un outil de plus pour passer du duel au duo Dans ton dans ton couple. couple. Alors, clique j'aime pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Passe à voir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là! Bye.